Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et cet après-midi on débriefe l'étape numéro 9 de ce Tour d'Espagne, fin de cette première semaine, étape où on avait l'arrivée du côté de l'Alto de Vellifique. Il y avait également une côte de première catégorie, également de 30 km. Si je reprends voilà, le profil, qu'on s'amuse un petit peu, c'était l'Alto de Collado Venta Luisa. Qui était également très très long. Voilà, c'était des côtes très intéressantes. L'Alto de Vellifique où il s'est passé des choses. Et puis une étape assez intéressante, mais on reviendra là-dessus dans cette première partie, et puis dans cette introduction, et puis ensuite on parlera du bilan des Bleus, des coureurs au top et des flops. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut intéresser votre entourage. On aura de l'habillage parce qu'il n'y a plus les 24 heures du Mans, c'est fini. Bon, on va commencer par cette étape avec le scénario qui a été très plaisant à suivre. Une course qui a été assez surprenante avec Ineos qui a roulé très fort. Derrière Caruso, une échappée qui a mis beaucoup de temps à sortir, première heure de course à 52 de moyenne, échappée qui met là encore, l'étape faisait 188 km, donc quasiment 80 bornes à sortir. Enfin voilà, il y a eu énormément d'attaques de petits groupes, échappés costauds. Il y avait Caruso, on avait Romain Bardet, on avait également pas Bouchard, je sais plus. Enfin, il y avait quand même, non, il y avait Maïka, voilà. Il y avait des très très bons, ce qui n'a aucun rapport avec Bouchard en passant. Il y avait énormément de bons coureurs dans cette échappée. Et puis, ça n'a jamais... ils n'ont jamais réussi à prendre énormément d'avance. Et puis, assez vite, à 80 bornes de l'arrivée, ils ont déjà moins de 2 minutes d'avance. Caruso va partir à 70 bornes de l'arrivée. Il va réussir à s'imposer parce que derrière, Ineos va arrêter de rouler. Et on comprendra mieux à l'arrivée, vu que Bernal craque dans le final de l'étape. Et c'est peut-être la raison pour laquelle ils ont arrêté de rouler. Mais c'est vrai que sur le coup, quand moi j'ai vu ça en direct... j'étais d'un côté avec les 24 heures du Mans sur l'ordinateur, j'avais la Vuelta encore une fois, je me suis dit non, c'est quand même vachement bizarre ce truc là d'arrêter complètement de rouler. Je me suis dit c'est pas comme ça qu'ils vont gagner le tour, qu'ils vont réussir à déloger Roglic. Mais bon, quand tu regardes à la fin, chez Movistar, il n'y avait plus grand monde et Ineos, ils étaient peut-être nombreux, mais le problème, c'est que le leader n'était pas en forme. Et ce qui nous a fait une fin d'étape où on a eu un peu des choses un peu bizarres avec Roglic qui arrive à faire la deuxième place derrière un grand Damiano Caruso. On commence tout de suite par le bilan des Bleus. Du côté du bilan des Bleus, on commence tout de suite avec Romain Bardet, qui est, je dirais, la seule satisfaction du jour. Il y avait beaucoup de Français dans cette échappée, où il y avait notamment Caruso. Le seul qui a pris des points pour le classement de la montagne, c'est Romain Bardet. Il a quand même désormais, ce soir... il a 22 points, c'est-à-dire 6 points de retard sur Caruso. On voit que c'est vraiment son objectif désormais. À Romain Bardet, je trouve que les gens mettaient vraiment pas mal pour Romain, même si à un moment on a eu une inquiétude parce qu'il demandait, il appelait sa voiture pour, et surtout la voiture du médecin de la course. Il semblerait qu'il y avait quelques petites douleurs peut-être au niveau du genou. Bon, la journée de repos va lui faire du bien, mais je trouve quand même que même s'il y avait des douleurs, ça avait l'air quand même de plutôt bien rouler du côté de Romain Bardet. Après, quand Caruso est parti, il pouvait pas suivre, mais Caruso est en bonne condition physique quand même et a fait un sacré numéro. Du côté de Romain Bardet, il prend quand même des points pour le classement de la montagne, encore dans le col de 3e catégorie. C'est accroché dans la côte hors catégorie. L'Alto de Vellifique. Bon, ça n'a pas suffi parce que voilà, devant il y avait des coureurs plus forts que lui, mais je trouve qu'il a fait une belle journée, qu'il a fait vraiment du bon travail, Romain Bardet. À lui maintenant d'essayer de jouer ce classement de la montagne. Il y aura peut-être Sivakov et Caruso, ce seront ses deux adversaires, je pense très clairement pour ce classement de la montagne. Donc voilà, ça sera son objectif. En sachant que du côté des Français, il y avait Rudy Mollard également dans cette échappée. Du côté des Français, le mieux classé désormais, c'est Guillaume Martin, 20e, et déjà 9 minutes 39 après cette première semaine.
Deuxième français, c'est Rémi Rochas qui est à 18 minutes, pas mal, Rémi Rochas. Et puis ensuite, c'est Bouchard 28, Calmejeanne 31, Calmejeanne 31 et Rudy Mollard 32, Champoussin 34e. Et Romain Bardet est quand même 38e, donc pas si mal classé que ça du côté des Français. Si on retient quand même qu'il a perdu quasiment 20 minutes, plus de 20 minutes avec sa chute où il avait perdu 12 minutes et le lendemain où il perd 13. Donc voilà, il perd 25 minutes en 2 jours, donc ce qui fait que depuis il n'a pas perdu grand-chose. Romain Bardet, du côté des Français, bien entendu, à la fin de cette première semaine, on peut dire qu'on ne joue plus le général de la course, je pense que ça tout le monde l'a compris. Bouchard a été quand même un peu décevant, je trouve. Je m'attendais à mieux de Geoffrey Bouchard, là il est quand même 28e, je m'attendais qu'il arrive quand même à être dans le top 15, mais pas un très bon contre-la-montre, et puis des jambes qui sont pas fantastiques tout simplement. Et puis après, les Rudy Mollard, je m'attendais pas grand-chose de Rudy Mollard. Calmejeanne, c'est plutôt pas trop mal, 30e. À lui maintenant d'aller chercher la gagne, Rudy Mollard, mais j'ai l'impression que les jambes sont quand même pas mal pour Calmejeanne, pour Rudy Mollard aussi, mais bon, après il faudra réussir à battre des coureurs qui partiront dans les échappées, comme Carapace peut-être, comme Christian King, pourquoi pas également Lopez ou Landa, et ça sera pas facile d'aller les battre, ces coureurs-là. On passe au flop. Moi, du côté des flops, j'ai mis Guarnieri aujourd'hui, le poisson pilote de Démarre, qui n'a jamais été en bonne condition physique sur ce Tour de France, qui n'a vraiment pas été bien, et il a abandonné assez vite, parce que l'étape a roulé fort, il était vraiment pas bien, Guarnieri. Est-ce que c'est un mal pour un bien du côté d'Arnaud Démarre, parce qu'il devra faire avec d'autres poissons pilotes, et c'est vrai que Guarnieri, on l'a vu, et je suis pas le seul à l'avoir vu également, c'était le cas pour Jackie Durand, que il n'y avait pas la puissance habituelle, il n'y avait pas les jambes, tout simplement Guarnieri. Du côté d'Arnaud Démarre, il aura peut-être la possibilité de faire avec Sikaldam ou d'autres coureurs pour tenter de le lancer. Et puis du côté d'Arnaud Démarre, les jambes ne sont pas mauvaises, encore une fois. Aujourd'hui, il finit, sur cette étape-là, il finit 123e à 32 minutes 55, c'est-à-dire bien dans un groupe Eto où il y avait notamment Van Mark, mais il finit mieux que d'autres sprinters comme Jasper Philipsen, il finit 1 minute devant Philipsen, il finit largement devant Matteo Trentin, devant également Jordi Meus, devant Jacobsen, qui eux finissent à 38 minutes, c'est-à-dire 5 minutes quasiment, plus de 5 minutes derrière, mieux que Martin Laas qui lui est à 40 minutes, donc voilà, il n'a pas eu de souci au niveau des délais qui étaient de 54 minutes. Et il a l'air d'avoir plutôt des très très bonnes jambes, vu qu'il finit qu'avec 32 minutes de retard. Quand on connaît les qualités en montagne d'Arnaud Démarre, c'est vraiment pas mal. Attaque de Marlou! On passe au coureur au top. Je commence avec Damiano Caruso, 71 km seul. C'est l'exploit qu'a réalisé Caruso. Je rappelle, première heure à 52 moyenne. Il a quand même une seconde jeunesse assez incroyable cette année, depuis le Giro. C'est un coureur qui a maintenant qui est impressionnant sur le Giro. Il a fait également des coups où il partait de loin. Je rappelle, deuxième du dernier Giro. On l'avait par contre peu vu après le Giro, mais il avait fait un énorme travail d'équipier, notamment sur les Jeux Olympiques où il avait énormément roulé sur la course en ligne. Sur le Tour de Burgos, un peu plus discret, mais il travaille là aussi pour Landa. Là, en ce début de Tour d'Espagne, il travaillait pour Landa. Et puis, là, aujourd'hui, il a eu une carte, il a pu saisir sa chance. Et puis là, il a été très, très fort. Mais vraiment impressionnant. Caruso, intouchable sur cette étape. Je pense que Romain Bardet ou même les autres coureurs peuvent pas avoir de regrets, les autres qui étaient dans l'échappée. Il était insuivable. Il part quand même avec une 20 d'avance. Voilà, même pas une 20 d'avance. À 70 bornes de l'arrivée. Et puis à l'arrivée, il a
une 5 sur Roglic. Donc il a quasiment rien perdu en 70 km. Alors certes, à un moment, le peloton a arrêté de rouler, notamment les Ineos, et l'écart est remonté à plus de 3 minutes. Même à un moment, l'écart était vraiment bien pour Caruso. Mais il fallait tenir 70 km, il fallait surtout réussir à s'en sortir dans l'alto des Vellifiquets. Donc non, impressionnant. Et ça correspond à cette bonne forme de l'équipe Bahreïn depuis le début de saison, mais même sur cette Vuelta, hein, je rappelle, ils sont maintenant 3 dans le top 15 de la course. Vous avez Jag Haig qui est 4e à 1,42 de Roglic. Vous avez donc Gino Meder qui est 12e, Caruso qui est 15e. C'est vraiment une équipe qui est pour l'instant 2e au classement par équipe, mais qui, je pense, va remonter au classement. Landa est 16. Si on va par là, Padoum est 30, Pouls est 36. À part Tratnik et Arashio qui sont là de la 100e place, c'est vraiment très très bien la présence collective de cette équipe Bahreïn Victorious. Alors bien entendu, je le sais déjà, ça va relancer encore une fois les rumeurs les réflexions au niveau de page, bien entendu, autour de cette équipe, mais en termes de résultats, là, si on prend que le résultat en compte, c'est un très bon tour qu'ils font pour le moment, et ils ont été présents également, alors moins sur le Tour de France, mais il y a quand même eu 2 victoires de Mohoric, hein, même s'ils ont été un peu moins présents au niveau du classement général, mais ils se sont pas plantés sur les 3 grands tours cette année, quand même, la Bahreïn. Et ça, c'est une belle performance, c'est une belle préparation dans cette équipe. Les pics de forme sont arrivés au bon moment. Et ils se sont plantés sur aucun des 3 grands tours, pour le moment, hein, après une semaine de course. Donc là, c'est vraiment très très fort aussi dans cette formation. Je continue avec les coureurs au top, avec Enric Mas, qui devient désormais l'adversaire numéro 1 de Roglic. 10 jours de course, 28 secondes, c'est pas forcément le coureur sur lequel on aurait misé le plus, Enric Mas, enfin surtout moi. Il faut savoir qu'Enric Mas, ça fait partie des coureurs dont je suis pas le plus grand fan. Mais très bon, hein, Enric Mas en ce début de Tour d'Espagne. Pour tout vous dire, à un moment, j'ai cru que c'était même Lopez, puisqu'on est habitué que ce soit Lopez qui suive quand il était dans la roue de Roglic, chez Movistar. Au départ, on me dit c'est Lopez. Je trouvais que il a pas la tête de Lopez quand même, ce coureur-là, vous savez. Il y a des fois, parce que je regardais la course en anglais en plus, je me dis, et là, oui, je vois que c'est Mas. Mais j'étais tellement surpris que ça soit Mas, tellement étonné que ça soit Enric Mas, que je me suis dit, quand même une tête bizarre, je trouve, Miguel André Lopez. Mais bon, voilà, on n'est pas des robots, donc des fois on arrive à faire des erreurs. Il faut l'accepter. Il faut pas en commettre par contre 4 par vidéo, on va dire. Mais du côté de Enric Mas, oui, non, belle course du côté du coureur espagnol. Pour l'instant, c'est une bonne première semaine. Après, le problème d'Enric Mas, c'est souvent les derniers jours de course, où il a un petit peu de mal, surtout que là, on va finir sur un contre-la-montre. Hein. Enric Mas, sur le contre-la-montre, par rapport à Roglic, on sait qu'il va perdre du temps, hein, c'est sûr. Mais Enric Mas, c'est moins bon que Primož Roglic au niveau du contre-la-montre. Mais bon, pour l'instant, 28 secondes, Roglic peut pas trop se relâcher. Il maintient une pression sur Roglic. Après, la Movistar, ils ont encore perdu un coureur hier avec Johan Jacobs, plus Valverde. C'est vrai qu'il commence à être un petit peu en sous-nombre pour tenter de faire la différence par rapport à la Jumbo. Et puis je termine bien entendu avec Roglic qui est toujours leader du classement. Roglic qui a quand même repris un petit peu de moins points et un petit peu de temps. Il a repris 1 seconde sur Enric Mas, 20 secondes minimum sur tout le monde. C'est la bonne opération du jour, Primož Roglic, qu'on a tenté de mettre en difficulté, mais qui a réussi à s'en sortir. C'est vrai que l'équipe Hinault, ça roulait très très fort, sauf que je pense qu'on s'est aperçu assez vite que Bernal n'était pas dans une très grande condition physique. Contrairement à ses équipiers en passant, notamment à Damiet, et du côté de Primož Roglic, pour le moment il n'a pas été mis en difficulté, et de toute manière pour le moment la manière dont courent les équipes qu'on a vu sur cette Vuelta, c'est pas comme ça qu'on va le battre. La seule solution pour le battre,
parce que je pense qu'il est intrinsèquement plus fort que tout le monde au niveau de la montagne, c'est qu'il va falloir l'isoler et il va falloir lui faire des efforts. Et c'est la répétition des efforts qui va le mettre en difficulté, je pense, un petit peu comme Dorian Godon sur le Tour du Limousin. Si on fait un parallèle avec le Tour du Limousin, où Dorian Godon a été attaqué 2 jours d'affilée inlassablement par toutes les équipes, au bout d'un moment, il a craqué le dernier jour, mais parce qu'il n'en pouvait plus. Physiquement, c'est ce qu'il va falloir faire avec Roglic. Il faut que ses adversaires l'attaquent tous les jours. L'avantage pour Movistar, c'est qu'ils en ont 2. André Lopez, Enric Mas, parce qu'André Lopez est à 1,20, donc ça reste quand même un écart minime. Il y a Jack Haig également qui peut être dangereux. Bon, Egan Bernal, j'ai l'impression que les jambes ne sont pas exceptionnelles. Mais vous avez dans cette même équipe Adam Yates. Faut pas négliger non plus Ciccone. Donc, il y a des possibilités. Je pense. Il y a des possibilités pour aller tenter de chercher la gagne, on va dire, mais il va falloir l'isoler. Et ça va pas être si facile que ça, parce que Sepkus, je l'ai trouvé quand même plus en jambes que les derniers jours, on va dire. Et surtout, Kreuzweig a fait un très très gros boulot. Il faut aussi le souligner. Donc, ouais, ça va pas être facile de battre Roglic, mais surtout, il va falloir l'isoler, donc il va falloir attaquer inlassablement. Et pour le moment, on peut pas dire que les équipes adverses l'aient énormément attaqué, essayer de déstabiliser au moins le train de la Jumbo. À part un peu Ineos, mais comme Bernal n'avait pas des grandes jambes, voilà, ça a un peu réduit à néant ces possibilités-là. On passe au bonnet d'âne. Je commence avec le premier bonnet d'âne. Egan Bernal, qui a perdu quand même hier. Il finit donc à 2,10, donc il perd 1,5 sur Roglic. Incapable de changer de rythme. Bernal. Je l'ai senti assez vite, parce que quand Yates accélérait, quand les coureurs d'Ineos accéléraient, lui il n'arrivait pas à accélérer. C'est-à-dire, je le voyais, il était vraiment à fond, quoi. Et ça, c'est terrible. Et dans la montée, on l'a vu, même si chez Ineos, beaucoup de coureurs l'ont attendu, même si Yates à un moment l'a plus attendu dans le final de l'étape. Il n'était pas en grande condition, enfin il n'y avait pas les bonnes jambes. Alors, est-ce que c'était un jour sans du côté de Bernal? Mais j'ai retrouvé un petit peu les images d'un Bernal, je dirais pas collé au sol comme sur le Tour de France 2020, mais un Bernal qui n'arrive pas à être au-dessus de ses adversaires, et qui n'est pas au-dessus de ses adversaires au niveau physique. Un peu le Bernal que j'avais vu l'année dernière avant le Tour de France, où c'était notamment sur le Dauphiné. Il n'était pas collé au sol, il est capable de faire top 5 de cette Vuelta encore, Egan Bernal. Par contre, faire mieux que top 5, ça sera compliqué. Il a perdu pas mal de temps pour le moment, et puis on s'aperçoit que les jambes ne sont pas exceptionnelles. Est-ce que cet état de forme va s'améliorer au fil de la course, ou est-ce que cet état de forme va se dégrader au fil de la course? Ça, par contre, je n'en ai pas la réponse. Ça peut aller mieux, comme ça peut se dégrader encore plus. Alors là, si ça se dégrade encore plus, ça sera quasiment impossible pour Bernal. L'avantage, c'est qu'au niveau du maillot blanc, il a quand même fait le trou sur Vlasov et sur Gino Meder, vu qu'il a 2 minutes d'avance sur ces deux coureurs-là. 4 minutes sur Lopez, et puis Rochas est à 16-17, le 5e de ce classement du maillot blanc. C'est la seule satisfaction quand même de la journée pour lui, et de savoir que Adam Yates est en très grande condition physique. Mais même à la fin, Adam Yates, il a arrêté de l'attendre parce qu'il en avait marre, le coureur britannique. Vlasov, là aussi, 15e de l'étape, 3,48, c'est-à-dire donc là 1,43 de perdu sur Roglic. Vlasov, pourtant très bon les premiers jours, notamment sur le chrono, mais là encore c'est un leurre du côté de Vlasov. 11e désormais du classement général à 3,55, c'est-à-dire à égalité de temps avec David de la Cruz, qui, je rappelle, avait perdu pas mal de temps les premiers jours à cause des chutes. Du côté de Vlasov, la condition physique n'est pas exceptionnelle. Après, il faut quand même rappeler que le coureur
russe a déjà pas mal roulé cette année, que la fraîcheur physique n'est pas exceptionnelle, je pense, pour lui. On rappelle qu'il a fait le Tour d'Italie, qu'il a fait aussi le Tour des Alpes, le Paris-Nice, le Tour de la Provence. Ça fait 58 jours de course désormais pour Vlasov. Alors même si il a fait une pause notamment au mois de juin, on va dire au mois de juillet, où il a très peu couru, simplement le championnat national de Russie et le championnat et les Jeux Olympiques. Il y a eu le décalage horaire en plus en allant au Japon. Je pense que ça n'a pas amélioré la fraîcheur physique très clairement pour Vlasov. Et puis il y a aussi le fait de changer d'équipe. Et ça, forcément, ça peut poser des problèmes. Vlasov qui rejoindra Bora l'année prochaine, ça peut le perturber, on va dire, ce coureur-là. Après, ça reste un excellent coureur que je pense qui va rester dans ce top 15 de ce Tour d'Espagne, mais un peu difficile quand même sur cette étape-là, très clairement pour le coureur russe. Et puis je termine avec Landa, pas dedans Landa, et puis c'est compliqué quoi. Ça doit être très compliqué pour Landa parce qu'on lui a mis quand même la full équipe autour de lui, c'est-à-dire c'est la Dream Team un petit peu de la Bahreïn. Tu mets Caruso, tu mets Padoun, tu mets Gino Meder, qui a d'autres, même Arashiro qui est un très bon équipier, Jack Haig. Tous ces mecs-là, Traknik aussi, tous ces mecs-là sont à son service, normalement, sont au service de Landa. Et derrière, il n'arrive pas à finir le travail. Et surtout, il est devancé au classement par 3 coureurs de son équipe aujourd'hui. C'est terrible pour Landa. Il n'est plus du tout dans le coup pour la gagne. 47 de retard. Mais les jambes ne sont pas là. Et puis là, il va commencer à y avoir vraiment des réflexions dans son équipe, en interne. Est-ce que Landa est capable de gagner un grand tour? Est-ce que Landa est capable de faire un grand résultat sur un grand tour? Et là, c'est la grande question. Je ne suis plus sûr du tout du côté de Landa. Et bon, c'est une première semaine de course quand même pas bonne du tout, médiocre pour Landa, parce que normalement il devait être au niveau d'Henrik Mas, ça devait être l'adversaire numéro 1 de Primož Roglič. Et là, on peut dire que Roglič maintenant il s'en fout royalement de ce coureur-là. Ce qui l'intéresse, c'est Jack Haig ou même Gino Meder, peut-être même plus. Donc là, c'est vraiment une humiliation, je dirais, pour Landa qui est quand même assez importante. On fait la présentation de l'étape de demain entre Roquetas del Mar et Rincón de la Victoria, 191 km. Début d'étape très plat, notamment jusqu'au sprint intermédiaire à Torre del Mar et même un peu plus loin. Je dirais que les 160 km, premiers kilomètres sont tout plats. Il y aura une côte de deuxième catégorie ensuite, sommet à 15 km de l'arrivée. C'est le Puerto de Amalchar, 10 km 600 à 5% de moyenne. Une descente vers Rincón de la Victoria et on se jouera la gagne. C'est une étape intéressante pour des baroudeurs, pour les grimpeurs qui jouent le général. C'est peut-être pas forcément l'étape idéale pour tenter quelque chose. Pour moi, c'est pas l'étape idéale. Je peux vous dire, si j'étais directeur sportif avec un adversaire numéro 1 de Roglič, c'est pas sur cette étape-là que je tenterai les choses. Par contre, je mettrai peut-être un équipier de mon leader pour tenter la gagne dans l'échappée. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, vous abonner à la chaîne, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mag Production. Ciao, ciao!